Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui en sa qualité de représentant du président de la République à Kampala, en Ouganda, pour prendre part aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés, au 3e sommet des groupes des 77 plus la Chine. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a insisté sur l'impératif d'établir un État palestinien indépendant. Le ministre de la Communication a pris part à la 3e édition du Congrès des médias arabes dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui à Tunis. Il a été question des médias à l'ère de l'intelligence artificielle. Mohamed Lagheb a affirmé avoir apprécié les résultats de la conférence et a condamné l'assassinat de journalistes à Gaza par l'entité sioniste. Nouveau scandale qui enfonce davantage le régime du Marzen. Des rapports révèlent qu'un tribunal à Chypre a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hauts responsables de la sécurité marocaine. En parallèle, un appel à manifester demain a été lancé. Les Marocains sont déterminés à battre le pavé pour faire entendre leur voix. Dans notre page sportive, nous vous parlerons de cette CAN 2023. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille algérienne qui réside en Côte d'Ivoire et qui ne manque pas à l'appel lorsqu'il faut défendre les couleurs de l'Algérie. Nous serons en direct dans quelques instants avec notre envoyé spécial à partir de Bouaké. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le Premier ministre Nader Larbaoui s'est rendu aujourd'hui en sa qualité de représentant du président de la République dans la capitale ougandaise à Kampala pour prendre part aux travaux de du 19e sommet du mouvement des non-alignés, au 3e sommet du groupe des 77 plus la Chine, prévu du 19 au 23 janvier prochain. Un sommet du mouvement des non-alignés qui se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». Le Premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Dans une allocution lors d'une réunion du comité sur la Palestine du mouvement des non-alignés à Kampala, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a insisté sur la nécessité de réactiver le rôle de ce groupe en la mandatant pour prendre des initiatives concrètes et pour cela, pour amener le Conseil à assumer ses responsabilités et mettre fin à l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Rina Lourari. Réactiver le rôle du groupe restreint des pays du mouvement des non-alignés, une priorité relevée par l'Algérie lors d'une réunion du comité sur la Palestine du MNA tenue à Kampala en Ouganda. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a insisté sur la nécessité de réactiver le rôle de ce groupe en le mandatant pour prendre des initiatives concrètes afin d'amener le Conseil à assumer ses responsabilités et mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza et lever le blocus qui lui est imposé. Ahmed Attaf a relevé la menace croissante d'une guerre régionale résultant de l'escalade militaire en cours contre le Yémen, critiquant même l'attention portée sur l'après-guerre au lieu de prioriser un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de l'agression à l'encontre du peuple palestinien. Relevant les contradictions et le double discours des puissances internationales, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a salué la position constante du mouvement des non-alignés, appelant à une réaction diplomatique sérieuse et immédiate et insistant également sur l'impératif d'établir un État palestinien indépendant. Écoutez cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Alors que l'agression sioniste sur le peuple palestinien a transformé la bande de Gaza de prison à ciel ouvert en un charnier, les regards sont tournés vers l'après-guerre. Or, la logique face à ce carnage voudrait que l'on donne la priorité à un cessez-le-feu immédiat et à la cessation des hostilités. Même si nous saluons la position ferme, constante et historique de notre mouvement qui a toujours témoigné sa solidarité avec le peuple palestinien, nous croyons que la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie occupée exige de nous de consolider et réaffirmer notre position, de la soutenir à travers une dynamique diplomatique plus rigoureuse et soutenue. C'est dans cette perspective que l'Algérie appelle à la relance et à la réactivation du groupe restreint du mouvement des non-alignés, représenté au Conseil de sécurité de l'ONU, et déléguer ce groupe à prendre des initiatives de nature à pousser le dit Conseil à prendre ses responsabilités.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu aujourd'hui à Kampala des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 19e sommet du mouvement des non-alignés. Ahmed Attaf s'est longuement entretenu avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor, à qui il a réitéré le soutien total de l'Algérie à l'action intentée par le gouvernement de son pays contre l'occupation sioniste devant la Cour internationale de justice. Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré son homologue du Mozambique, Véronica Macamo, et ont convenu d'intensifier la coordination et la coopération entre les délégations des deux pays frères, membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ahmed Attaf s'est en outre entretenu avec son homologue kényan, Musalia Mudavadi, avec lequel il a passé en revue les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, ajoute la même source. Le ministre des Affaires étrangères a également eu des discussions avec son homologue cubain, Rodriguez Parilla, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales, les deux parties s'étant félicitées du développement de la coopération bilatérale et de la convergence de vues entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun. Ahmed Attaf s'est par ailleurs entretenu avec son homologue biélorusse Sergueï Alenik, avec lequel il s'est entendu sur plusieurs mesures pratiques en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques unissant les deux pays dans les domaines politiques et économiques. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, a pris part comme invité d'honneur à la 3e édition du Congrès des médias arabes, dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui à Tunis. Cette édition a été organisée par l'Union des radios des États arabes sous le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence artificielle, défis et opportunités ». Experts et responsables de médias arabes ont discuté de questions cruciales, notamment sur l'approche ou la vision face à cette nouvelle donne technologique. À cette occasion, le ministre de la Communication a prononcé un discours au cours duquel il a affirmé avoir apprécié les résultats de la conférence, soulignant que la technologie touche non seulement les secteurs les plus importants, mais également les éléments du processus médiatique. Il a par ailleurs condamné l'assassinat de journalistes à Gaza par l'entité sioniste. Écoutons-le. Nous saluons les résolutions et les recommandations issues de cette conférence. Nous encourageons l'Union des radios des États arabes à être la locomotive qui les concrétisera. À cette occasion, je réitère la condamnation du ciblage délibéré des journalistes qui a fait plus de 100 martyrs en Palestine occupée, un nombre de victimes jamais atteint dans l'histoire pendant les conflits. Dans la bande de Gaza, d'intenses affrontements ont eu lieu entre l'occupant sioniste et la résistance palestinienne, donnant lieu à d'énormes pertes parmi les rangs des militaires sionistes à Khan Younes. Par ailleurs, les Palestiniens tombent en martyrs tous les jours sous les bombardements sionistes. Durant les dernières 24 heures, 163 Palestiniens ont été tués. Badé Amarni. Malgré le manque de moyens, la résistance palestinienne a réussi à exécuter des attaques contre les éléments des forces d'occupation sionistes à travers tous les points de combat à Gaza. Pas moins de 15 engins militaires ont été détruits et 12 militaires tués. Les opérations les plus intenses ont eu lieu au camp d'El Maghazi et Hayat Toufah, où 6 chars de type Mirkaba 3 ont été détruits, en plus de 3 autres engins militaires. 163 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 350 autres ont été blessés lors des raids aériens menés par l'occupant sioniste qui a commis 16 génocides durant les dernières 24 heures. Très tôt ce matin, un nouveau génocide a été commis à Rafah suite au raid qui a ciblé une maison et qui a fait 19 martyrs, dont la majorité sont des enfants. Ce génocide vient s'ajouter à ceux perpétrés la veille au quartier d'Araj et Tel El-Hawa à Gaza. Par ailleurs, en Cisjordanie, l'occupant sioniste a intensifié ses attaques au camp El-Am'ari à Ramallah et engagé des tirs vers le nord, provoquant la mort de 6 civils innocents et l'arrestation d'autres. La même situation s'est produite au camp La'roug à Al-Khalil et Ben'a à Tulkaram, où 5 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs, de même qu'au camp Balata à Nablus lors de raids aériens intenses. Le bilan des victimes dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée ne cesse de s'alourdir. Ils sont près de 24 500 Palestiniens à avoir perdu la vie et plus de 61 500 à avoir été gravement blessés. Les bombardements de l'armée sioniste sont intensifs et prennent même pour cible des camps de réfugiés. On parle aussi d'exhumation de corps et de profanation des tombes. Yasmine Massoudi. L'armée sioniste a intensifié ses frappes meurtrières visant le camp de réfugiés de Tel Sultan situé dans la ville de Rafah, entraînant la mort de nombreux Palestiniens dont des femmes et des enfants.
Les bombardements ont visé le camp où ils nous ont demandé de nous réfugier. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat. Nous n'en pouvons plus. À Khan Younes, des dizaines de martyrs et de blessés ont été recensés suite à une série d'attaques qui ont détruit la quasi-totalité de la ville. La violation la plus grave a été perpétrée par l'occupation lors d'une incursion terrestre près du complexe médical Nasr Tebi. Les forces de l'occupation sioniste ont atteint un cimetière palestinien où ils ont profané des tombes, exhumé les dépouilles de plusieurs martyrs, prétendument au nom d'une enquête, constituant ainsi une nouvelle violation flagrante du droit international. Nous avons été choqués en arrivant au cimetière où nous sommes venus nous recueillir sur les tombes de nos martyrs. Nous avons constaté que l'occupation sioniste a profané toutes les tombes. Nous nous efforçons actuellement de récupérer les dépouilles des martyrs dispersés dans le cimetière. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée s'est alourdi à 24 448 martyrs et 61 504 blessés. L'occupation sioniste continue de viser délibérément les habitations et les camps de réfugiés, laissant les Gazaouis dévastés. Une cinquantaine d'avocats sud-africains sont en passe de préparer une procédure à même de poursuivre les États-Unis et la Grande-Bretagne devant des tribunaux civils pour complicité avec l'entité sioniste dans son agression génocidaire contre la bande de Gaza. De nombreux avocats ont décidé de se joindre à cette cause, surtout que les contacts avec des avocats américains et britanniques sont à un stade avancé. Rappelons que la semaine dernière, la Cour de justice internationale a examiné la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. La décision de la Cour sera rendue lors d'une séance publique dont la date sera annoncée en temps voulu. Le Parlement européen s'éveille enfin sur les horreurs à Gaza, mais l'extrême droite et la droite européenne laissent une empreinte de sang sur la résolution adoptée mais amendée. Après des mois d'inaction coupable, l'institution européenne a enfin débattu d'une résolution cruciale appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Le résultat de cette délibération a été sérieusement compromis par une coalition opportuniste formée de la droite et de l'extrême droite. Avec nous via Skype, Lila Lefebvre. Lila, bonsoir. Alors, vous êtes journaliste accrédité auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Le bilan des victimes est accablant. Ils sont plus de 24 500 Palestiniens, majoritairement des enfants, à avoir perdu la vie. Mais il a fallu une bataille acharnée et des rejets répétés avant que le Parlement n'agisse enfin. Effectivement. On s'en est réjoui ici à Bruxelles lorsqu'on a appris que le Parlement européen sort enfin de son mutisme, brise le silence et un certain nombre de partis politiques représentés dans ce grand Parlement européen ont proposé un projet de résolution appelant à cesser le feu à Gaza de manière permanente et immédiate et sans aucune condition. Mais ce projet de résolution a tourné un peu au vinaigre, si je puis dire, puisque pendant les discussions, pendant les débats, le plus grand parti européen, qui est le PPE, le Parti populaire européen, qui représente, si vous voulez, toute la droite traditionnelle des 27 nations européennes, a refusé, bien sûr, de voter ce projet de loi et a proposé un amendement. Cet amendement contenait deux conditions. La première, c'était de dire oui pour un cessez-le-feu, mais à condition que le Hamas libère tous les otages israéliens sans condition aucune. Et si je puis dire, le deuxième détail de taille imposé ou proposé par le PPE a consisté donc à dire qu'il faut démanteler complètement le Hamas. Ça veut dire quoi, tout bêtement? Ça veut dire que cette résolution, bien qu'elle a été adoptée
et heureusement, fort heureusement, ne veut absolument rien dire puisqu'elle est sortie, elle a été vidée de son sens. Ça veut dire quoi? Cesser le feu, mais avant tout cela, il faut libérer les otages et démanteler le Hamas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de cesser le feu, malheureusement. Absolument. Merci Lila Lefebvre. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Bruxelles. L'actualité à l'étranger, c'est également cet appel à manifester demain dans les rues des plus grandes villes du Maroc. Les Marocains sont déterminés à battre le pavé pour faire entendre leur voix et demander leurs droits, les plus élémentaires à vrai dire. Ils dénoncent également la normalisation des relations avec l'entité sioniste avec une politique du Marzen pointée du doigt. Yasmine Massoudi. Les Marocains sont plus que jamais déterminés à dénoncer la mauvaise gestion par le Marzen des différentes crises auxquelles ils font face au quotidien, mais aussi pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste. De nombreuses organisations ont appelé les Marocains à occuper les rues et à manifester demain à travers différentes villes du pays pour mettre fin à la normalisation avec l'entité sioniste. Dans un communiqué, l'association a déclaré que le rejet de la normalisation et la demande de son abolition constitueront l'axe principal des manifestations populaires. Aux côtés de la demande de fermeture du bureau de liaison à Rabat, l'expulsion de ses occupants et la rupture de toute relation avec l'entité sioniste. En plus de l'Association marocaine pour la défense des causes de la nation, le groupe de travail national pour la Palestine a appelé de son côté à une manifestation devant le Parlement demain à Rabat, poursuivant son soutien au peuple palestinien et condamnant les massacres commis contre les Razaouis depuis plus de 100 jours, tout en demandant l'annulation de tous les accords de normalisation. Le parti de l'avant-garde démocratique et socialiste au Maroc a également appelé à une lutte accrue pour mettre fin à la normalisation et annuler tous les accords avec l'entité sioniste. Condamnant l'insistance du Marzen à normaliser ses relations avec l'entité sioniste, malgré le changement majeur de l'opinion publique mondiale en faveur de la cause palestinienne. Le parti marocain a souligné que malgré le rejet du peuple marocain et de toutes les populations de la région de l'agression sioniste contre Gaza et de toute forme de normalisation, le régime marocain persiste dans cette politique. Nouveau scandale qui enfonce et qui traîne davantage dans la boue le régime du Marzen. Des rapports révèlent qu'un tribunal à Chypre a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hauts responsables de la sécurité marocaine, accusés de complot et d'actes criminels. Yamina Saïdji. Le Marzen une nouvelle fois pointé du doigt. Cette fois-ci, des rapports médiatiques révélant qu'un tribunal à Chypre a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hauts responsables de la sécurité marocains, coupables d'actes mafieux dignes des groupes du crime organisé. Ils sont accusés de complot et planification de l'assassinat de Emel Boussaad, présidente de l'Organisation internationale de défense des droits et libertés des Marocains dans le monde. Parmi les personnes visées par ce mandat d'arrêt international figure Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale au Maroc, Mohamed Drissi, directeur central de la police judiciaire, Abdel Fattah Zahrouch, avocat, et Mohamed Tahfa, youtubeur marocain impliqué dans plusieurs affaires de diffamation et des scandales sur les réseaux sociaux. Selon les sources juridiques datant du 18 décembre 2023, ces mandats d'arrêt internationaux ont été émis en raison d'un complot lié aux positions de la militante des droits marocains Emel Boussaad et à son soutien à l'ancien ministre des droits de l'homme Mohamed Zien, actuellement incarcéré pour avoir dénoncé la corruption et l'oppression du régime du Marzen. Les médias rapportent également que le youtubeur mis en cause dans cette affaire aurait partagé des vidéos sur les réseaux sociaux attaquant Boussaad et la stigmatisant pour des comportements prétendument non éthiques. Ces événements soulèvent des tensions internationales avec des négociations en cours visant à résoudre cette affaire criminelle internationale. Au cours des derniers mois, des pourparlers officiels ont eu lieu par l'intermédiaire de médiateurs pour trouver une résolution à cette affaire impliquant des hauts responsables du Marzen. Des journalistes italiens se sont rendus à Nicosie pour enquêter sur cette affaire délicate, cherchant l'approbation officielle d'un important syndicat de journalistes pour examiner les détails du dossier. Les investigations en cours soulignent l'importance de la diplomatie et de la coopération internationale dans la résolution des crises juridiques transfrontalières. Et on passe à notre page sportive spéciale Coupe d'Afrique des Nations.
Et c'est avec vous, Saïd Felak, bonsoir. Bonsoir Nour, bonsoir à nos amis téléspectateurs et on commence notre page spéciale avec cette première journée donc, du premier tour de la CAN qui a pris fin hier soir. On vous invite à suivre les faits marquants pour ceux notamment qui n'ont pas suivi tous les matchs. La première journée du premier tour de la CAN 2023 s'est clôturée mercredi soir et a été marquée par des surprises à l'appel au moment où le Sénégal, tenant du titre, et le pays hôte ont démarré du bon pied. Devant son public, la Côte d'Ivoire a lancé sa CAN idéalement en battant avec autorité la Guinée-Bissau 2-0 alors que le Nigeria, triple champion d'Afrique, a été tenu en échec d'entrée par une valeureuse équipe de la Guinée équatoriale, un but partout. Dans le groupe B, l'Égypte, 7 fois championne d'Afrique, a complètement raté ses débuts face à une modeste équipe du Mozambique, 111e au dernier classement FIFA, en se contentant du point du match nul, 2 buts partout. Toujours en matière de déception, le Ghana a concédé l'une des grosses surprises de cette première journée en s'inclinant face au Cap-Vert 1-2 qui s'empare du coup du fauteuil de leader face à 2 anciens champions d'Afrique. Logé dans le groupe C, le Sénégal, tenant du trophée, n'a pas fait dans le détail en s'imposant devant la Gambie 3-0 alors que le Cameroun, 3e à la précédente édition disputée à domicile, a déçu ses fans à la suite de la contre-performance concédée face à la Guinée, 1 but partout. Pour sa 20e participation, l'Algérie dans le groupe D a raté elle aussi sa première marche en se faisant tenir en échec par l'Angola, 1 but partout, alors qu'elle partait largement favorite à la veille du tournoi. Le Burkina Faso, 4e lors de la dernière édition, s'est donné des frayeurs avant de battre sur le fil la Mauritanie 1-0 grâce à un pénalty transformé dans le temps additionnel par Bertrand Traoré. De son côté, la Tunisie n'a pas assumé son statut de 3e équipe continentale selon le dernier classement de la FIFA. Après sa défaite surprise concédée face à la Namibie 1-0, les Namibiens ont décroché à l'occasion la première victoire de leur histoire en phase finale de la CAN en 4 participations. Dans l'autre match du groupe E, les Aigles du Mali ont décroché une précieuse victoire face à l'Afrique du Sud 2-0. Enfin, dans le groupe F, le Maroc a disposé de la Tanzanie 3-0 alors que le RDC Congo et la Zambie se sont neutralisés 1 but partout. Durant les 12 confrontations disputées jusque-là, 27 buts ont été marqués, dont 3 sur penalty, soit une moyenne de 2,25 buts par match. 5 rencontres nulles ont été enregistrées alors qu'aucun match ne s'est terminé sur un score vierge. 42 cartons jaunes ont été distribués contre 3 cartons rouges. Le score le plus fréquent est le 1 but partout, 4 fois. La rencontre la plus prolifique en but est celle qui a opposé l'Égypte à la Mozambique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. À Bouaké, notre envoyé spécial Smaïl Ben Qaidia est allé à la rencontre d'une famille algérienne qui vit à Abidjan et qui n'a pas manqué l'occasion de cette CAN pour suivre de près tous les matchs de la sélection nationale. Reportage. Installée en Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans, la famille Roula, originaire de Tougourt, semble être bien intégrée dans le pays des éléphants, tout en gardant son attachement à l'Algérie, comme nous le confirme le père Mohamed. Il ne s'est pas passé une seule fois quand vient un club algérien ou l'équipe nationale où je ne vais pas leur rendre visite avec mon fils. Je leur demande tout ce dont ils ont besoin et je demande à mon fils Abdelmoumen de leur ramener des fruits du pays. ما تقول له مش تحقوا نقول له عبد المؤمن احنا عندنا الاناناس وعندنا الموز وكذا وكذا روح اللي يستحقوها قولوا. Quelle que soit l'équipe algérienne qui vient en Côte d'Ivoire, je la prends en charge tout au long de leur séjour. Pour la CAN, la famille Roula, qui est établie à Abidjan, s'est déplacée spécialement à Bouaké pour suivre l'équipe nationale, mais aussi pour recevoir des invités venus pour la circonstance. Nous sommes de la commune de Nezla, wilaya de Tougourt. Nous sommes là pour soutenir l'équipe nationale et nous profitons pour visiter l'Afrique et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons un avantage par rapport aux autres supporters. On est reçus par notre famille et Amé Mohamed, que nous remercions. Après 3 jours ici, nous avons rencontré M. Roula et il nous a très bien accueillis. On va prendre des nouvelles de notre sélection nationale du côté de Bouaké avec notre envoyé spécial, Smaïl Ben Qaidia, qui est avec nous justement à partir de cette ville ivoirienne. Smaïl, première question bien évidemment. Parlez-nous un petit peu de la préparation des Verts, les dernières informations à moins de 48 heures de ce match face au Burkina Faso. Alors, il faut d'abord savoir que les séances d'entraînement ont été décalées à l'heure du match, c'est-à-dire à 14h hier, aujourd'hui ici 14h. Et en plus, l'équipe nationale a fait une demande pour demain vendredi pour que la séance d'entraînement soit avancée d'une heure, c'est-à-dire 14h30 au lieu de 15h30 comme prévu antérieurement. Donc, l'équipe nationale a bien compris qu'elle doit s'habituer, surtout les joueurs doivent s'habituer
à la chaleur. Il fera pratiquement 36-37 degrés samedi, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que Jamel Belmadi a voulu que tout son groupe soit imprégné de cette ambiance, surtout, eh bien, on va dire infernale, parce qu'il fait très chaud et les deux équipes vont être pénalisées par cette chaleur. Donc, il faudra s'habituer et je pense que les trois séances, enfin les deux séances d'hier et d'aujourd'hui sont fermées. Demain, on aura droit à un quart d'heure prévu par la CAF. Donc il y aura une petite zone mixte. J'espère qu'on aura les avis des joueurs. De toute façon, on vous donnera les informations et surtout les propos. Merci Smaïl, j'ai bien aimé l'ambiance qui est à Bouaké derrière vous justement et on se retrouvera demain Inch'Allah. Merci. Merci Ismaël. Alors place à présent au programme de la journée. En tout cas, les matchs à disputer aujourd'hui avec notamment cette belle victoire de la Guinée équatoriale tout à l'heure le match s'est joué à 15h. L'équipe de la Guinée équatoriale qui a battu l'autre Guinée, la Guinée-Bissau, et l'équipe de la Guinée équatoriale est quasiment qualifiée pour le prochain tour. La Côte d'Ivoire est menée en ce moment même à domicile, donc face au Nigeria. On joue la 70e minute, 1-0. Et ce soir, à partir de 21h, l'autre choc de la journée qui opposera l'équipe d'Égypte face au Ghana. Demain, là aussi dans le groupe B, avec le Cap-Vert qui a réalisé, on va dire, la grosse surprise de la première journée, qui affronte le Mozambique. Et dans le groupe C, le Sénégal affrontera le Cameroun et la Guinée, la Gambie. Merci, c'est tout pour moi. Merci Saïd Felak pour cette riche page spéciale Cannes 2023. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Je vous souhaite une excellente soirée.